Bienvenue tout le monde, on poursuit nos émissions autour des grandes affiches de la Première Ligue pour cette reprise en 2019-2020. Aujourd'hui, on s'intéresse à Wolverhampton-Arsenal, une rencontre qui aura lieu ce samedi, une rencontre de la 33e journée et qui vaut déjà certainement par l'intérêt qu'elle aura pour le classement final en Première Ligue. Et pour vous la commenter ce samedi, Serge sera au rendez-vous. Salut Serge. Bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous. Elle est d'ores et déjà pétillante, non, cette affiche? Elle est pétillante, ce sera évidemment un match important dans l'optique d'une qualification européenne et je dirais que pour le moment, pour lancer les débats, Wolverhampton a tout ce qu'Arsenal n'a pas, c'est-à-dire de l'équilibre sous le terrain et une certaine sérénité dans les coulisses. Pat, j'ai dit pétillante, mais c'est peut-être pas la caractéristique principale du jeu de Wolverhampton, par exemple, hein. Oh, si on se pousse dans la vraie analyse tactique, il y a quand même des choses très intéressantes à avoir parce que pour rebondir sur ce que Serge dit, il y a eu une construction complètement différente des deux équipes. À Wolverhampton, on a construit par l'arrière, on a assuré la solidité défensive et puis on essaye de voir ce qui se passe depuis quelques semaines et quelques mois maintenant au niveau offensif où ça progresse aussi. Du côté d'Arsenal, on a empilé des joueurs offensifs et derrière, on le verra avec les chiffres de Christian, c'est plus problématique. Donc on a vraiment deux manières différentes de travailler. Donc ce sera aussi intéressant de voir la confrontation sur le terrain. Bien, le voilà, Christian, fidèle, évidemment, au rendez-vous. Salut Christian, tout va bien? Bonjour Christine, bonjour à tous. Très très bien, merci. Tu vas encore nous éclairer, évidemment, avec la compilation de tous les chiffres semaine après semaine, journée après journée, que tu prends note dans ton ordinateur. C'est lui qui travaille ou c'est toi? Non, celui. Tu le dis très sérieusement. Allez, c'est parti. On va essayer de voir dans le face-à-face ce que ça pourrait donner cette rencontre, parce qu'on l'a dit, c'est vrai qu'au niveau du championnat, c'est très très important, peut-être pour Arsenal, pour tenter effectivement d'être un vrai candidat sérieux à la future qualification pour la Ligue des Champions, et Wolverhampton pour suivre le rêve. Et est-ce que c'est encore un rêve quand on tire le bilan déjà de ces deux saisons, même si celle-ci n'est pas encore terminée, de ces deux saisons depuis le retour en Première Ligue. Christian, on a choisi tout d'abord de s'intéresser aux phases arrêtées, qu'elles soient offensives et défensives, dans la confrontation directe de ce samedi. Oui, on avait donc expliqué dans une émission précédente la faculté de l'entraîneur à s'adapter par rapport aux circonstances. Et donc, il a remarqué, lorsqu'il était entraîneur à Porto, il avait remarqué que son équipe avait un potentiel beaucoup plus élevé que les autres et donc il n'hésitait pas à jouer avec le passage par les flancs et le jeu dominant placé où il était très très fort. C'était l'équipe qui marquait le plus sur centre. Depuis qu'il est passé à Wolverhampton en Championship, il est passé à 3 défenseurs et donc il a utilisé beaucoup de reconversions rapides et surtout les phases arrêtées. Et ça s'est prolongé dans les 2 saisons maintenant depuis qu'il est en Première Ligue. Et on voit en fait qu'il est très efficace puisqu'il passe d'un système défensif à un système offensif en fonction des joueurs avec beaucoup de capacités sur phase arrêtée. Et c'est une des forces cette saison. Et on a mis en opposition une des grosses faiblesses d'Arsenal cette saison, c'est aussi d'encaisser sur les phases arrêtées. Donc, il faudra faire très attention lorsqu'il se passe des phases arrêtées pour Wolverhampton. Serge, faire attention pour Arsenal, ce n'est pas seulement sur phase arrêtée, hein. Même si, allez, la semaine a été bonne, avec notamment la victoire en Cup aussi, ça fait une série de 3 victoires consécutives. Ça reste tout de même assez fragile comme équilibre. Je vais lancer tout de suite le pavé dans la mare. On a vu qu'ils ont pris 7 buts sur penalty. Quand on a David Luiz qui a lui seul en compte 7-4, est-ce que c'est vraiment une statistique qui compte? Avec un David Luiz qui était quand même à côté de ses pompes cette saison, 2 cartons rouges, 4 penalty, des fautes directes à l'appel. Il a pourtant signé, hein. Il a été récompensé de son travail en recevant une année supplémentaire de contrat. Donc voilà, mais au niveau défensif, il n'y a pas que les phases arrêtées, même si on le voit, il y a quand même une faiblesse à ce niveau-là, mais c'est récurrent depuis plusieurs saisons, même quand Arsène Wenger était encore là. Et on parlait du manque de sérénité cette saison du côté d'Arsenal. 3 managers déjà, des défenses qui changent tout le temps, que ce soit dans l'axe ou sur le flanc. Donc effectivement, c'est un gros chantier pour les Gunners. Oui, il y a un problème, je pense, d'impact physique aussi du côté des Gunners ou d'impact mental. J'ai un peu regardé le classement des duels défensifs en Première Ligue. Ils sont 3e en partant du bas dans ce classement. Les Gunners, pour une équipe du niveau d'Arsenal, c'est pas assez. Et si on va même dans le détail des duels aériens, dans tout le jeu, hein, que ce soit sur phase arrêtée ou dans le jeu, ils sont derniers en termes de duels aériens. Les Gunners, ils n'en gagnent que 41%, là où des équipes comme Liverpool et Man U sont à 51 en tête du classement. Brighton est même à 53. Donc, il y a vraiment un problème pour gagner
gagner les duels. Et voilà, on va tomber dans un cliché, mais en première ligue, si vous ne gagnez pas des duels, c'est compliqué. Et pour aller encore sur l'individu, Mustafi, lui, c'est un des meilleurs dans les duels aériens en première ligue. Il en gagne 70%. Donc, si lui fait le boulot, qui ne le fait pas? On en revient peut-être à ses copains en défense, à un certain David Luiz qui, lui, est à 50% de duels aériens gagnés. Pour un défenseur central, c'est très faible. On va faire pleurer les nostalgiques, hein, mais le fameux back four d'Arsène Wenger, le beau jeu d'Arsenal, ça reposait là-dessus, non? Sur ce 4 défensif majestueux avec David Seaman dans leur dos. Je pense que les supporters d'Arsenal en viennent même à regretter la paire Mertesacker-Koscielny, qui est encore supérieure à ce qu'on a maintenant. Enfin, je voudrais quand même juste un petit peu nuancer tout ça. Bon, sur les phases arrêtées, là, Christian, on peut peut-être en parler. Je crois que c'est un vrai travail de préparation, aussi bien en termes de marquage qu'en termes mental. C'est aussi beaucoup de concentration, les phases arrêtées. Attention quand même qu'ils ont changé de dispositif, maintenant de système sur les 3 derniers matchs et 3 victoires. Ils sont passés à un système à 3 défensifs. Alors, si on se souvient quand même, David Luiz était plus à l'aise, notamment avec Antonio Conte en 2016-2017. Ils ont été champions cette année-là et c'est peut-être sa meilleure saison, une des meilleures saisons de David Luiz, qui a besoin d'être contrôlé. Il a besoin d'avoir moins d'espace à couvrir. Et peut-être qu'avec maintenant 2 défenseurs à ses côtés, ça va aller un petit peu mieux. Reste à voir. Il y aura des matchs plus difficiles que face à Southampton et face à Norwich. Et puis, un nouveau gardien aussi, Martinez Leno. Est-ce que ça va changer peut-être quelque chose sur phase arrêtée? On ne sait pas encore le dire, il n'a pas encore été vraiment testé. Mais il y a des petits changements, en tout cas, après le départ désastreux depuis la reprise, les défaites à Manchester City et à Brighton. Il y a eu quand même des modifications apportées par Mikel Arteta. Ouais. Leno blessé, évidemment, mais ça, c'était un coup dur parce que c'est un des seuls Gunners réguliers, si pas le plus régulier, non, Serge, qui a sauvé quelques points tout de même cette saison. Oui, effectivement. Bon, on le disait, au niveau défensif, ça a beaucoup changé, que ce soit dans l'axe avec David Luiz, avec Mustafi qui n'était pas là en début de saison, qui est là, Socrates qui est là, qui est blessé sur les flancs. Je pense qu'on va en parler juste après. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment… il y avait un back four avec quatre personnalités fin des années 90, dans les années 90, début 2000. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader. David Luiz, il n'est pas vraiment arrivé pour sa jeunesse, pour son dynamisme, son énergie. Il est arrivé pour être un leader dans cette défense, mais bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pour faire une petite parenthèse, c'est un problème assez global finalement en première ligue. On en parle souvent, des défenses qui n'en sont plus parce qu'évidemment, ils se sont concentrés sur l'achat de stars au nom ronflant pour les lignes offensives, même si aujourd'hui les défenseurs coûtent très cher. Aussi, les noms les plus en vue, mais finalement, pour quel impact? Pas certain. Et c'est surtout aussi, on imagine, et toi Christian qui a été défenseur, tu le sais mieux que quiconque, qu'il n'y a pas d'automatisme parce que les équipes bougent tout le temps aussi. Donc, comment construire? Quand on parlait de ce célèbre back four, ce sont des joueurs qui ont joué quantité de matchs à 4 ensemble et il n'y avait pas tous les ans deux de la ligne de 4 qui quittaient le club et il fallait en intégrer de nouveaux. Oui, mais c'est aussi surtout la philosophie de l'entraîneur et de l'équipe. Quand on voit comme Nuno Espirito Santo s'est adapté aux différents championnats dans lesquels il est allé. Là, si la mise en place est défensive, comme ça se passe maintenant, donc la plupart du temps, le système de départ est avec 3 défenseurs, un 3-5-2 ou un 3-4-3 en fonction de la position de Traoré. Mais en position défensive, ils passent avec un 5 défensif. Donc, ils n'ont pas la même philosophie, par exemple, que Arteta ou que Guardiola, où il y a d'abord une prédominance du jeu offensif. Et donc, si on construit à partir de l'arrière, on met en place à partir de l'arrière. Si on construit et qu'on pense que c'est toujours vers l'offensive et qu'on préfère en encaisser un, en marquer 2 ou en marquer 3, c'est une approche tout à fait différente. Mais la consistance dans le temps fait qu'il était la meilleure défense en Championship. Il est 2 fois, il est 6e ou 7e la saison passée, il est 6e cette saison-ci. Le football, c'est un sport collectif et les sports collectifs, c'est d'abord la défense. Oui, mais il n'a pas les mêmes attentes évidemment au niveau du jeu que des équipes comme Arsenal ou Manchester City où on attend évidemment un jeu très positif, très porté vers l'avant avec des déferlantes. Lui, il peut construire tranquillement. Je vais faire un rapide parallèle. Ça ressemble un peu à ce qui se fait à l'Atalanta Bergame aussi. Ce ne sont pas des noms ronflants. C'est un coach qui a mis les choses en place de manière très fixe, très solide. Après, cette équipe-là, c'est vrai qu'elle régale offensivement aussi. Donc, c'est un autre parallèle. Mais ici, il n'est pas obligé d'avoir ce résultat en termes de jeu, de production. Mais c'est la même chose pour ce qui s'est passé avec Charleroi cette saison. C'est qu'à un certain moment, on n'est pas obligé d'être très performant offensif, mais il y a une mise en place exceptionnelle et on marque beaucoup sur reconversion rapide, beaucoup sur du jeu rapide. Et ici, ce qui est important, c'est que je crois qu'Arsenal vit encore
sur le fait de la renommée. Et donc, les gens attendent beaucoup d'Arsenal. Quand Oui. on suit sur les réseaux sociaux, on se dit « Ah oui, lui, c'est qui ce joueur-là ?» et « Ah, cette défense-là, cette attaque-là. » Mais aujourd'hui, même à Arsenal, il n'y a plus de nom de superstars. Donc, à un certain moment, il faut mettre… Offensivement, Christian, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Oui, On va en parler parce qu'on doit parler de lui pour le moment. Il est encore au top. C'est Aubameyang. Aubameyang, Lacazette, ce sont des joueurs qui avaient fait leur preuve. Certainement Aubameyang. Nicolas Pepe, c'est aussi un joueur, même s'il n'était qu'à Lille à l'époque, qui attirait énormément de grands clubs aussi. Hein. Oui, mais pardon ? De nouveau, c'est sur le plan offensif. Ce sont des stars individuelles, on va dire. C'est pas encore vraiment moulé dans un collectif. D'ailleurs, Lacazette n'est pas tout le temps aligné. C'est pas un trio magique comme à Liverpool, par exemple, ou comme dans d'autres équipes qui ont vraiment leur big three devant et qui peuvent faire la différence. Il y a encore un problème d'automatisme même entre ces joueurs offensifs du côté d'Arsenal. Ouais. Je reviendrai peut-être, Christian, pour appuyer tes propos sur le côté défensif de Wolverhampton. Depuis le retour de Boli dans l'équipe, 8 matchs, c'est 7 clean sheets et ils avaient encaissé 2 buts face à Tottenham dans un match qu'ils avaient gagné. Donc, c'est quand même assez incroyable ce que Nuno Espirito Santo est en train de réaliser. C'est la 3e saison qui fonctionne. Ils ont été quand même champions en Championship, 7e la saison dernière, peut-être mieux cette saison. Pour un entraîneur qui a quand même pas beaucoup d'expérience, je crois que c'est une saison du côté de Porto, une saison et demie du côté de Valence. Il arrive dans un football tout à fait différent. Et ce qu'il est en train de réaliser est quand même assez exceptionnel, hein, même si on est souvent dans les superlatifs. Bon, après, il y a des moyens. Il y a quand même un propriétaire chinois, il y a Jorge Mendes derrière, le super agent qui lui a donné quand même de très, très bons joueurs. Il a eu son maître, hein, José Mourinho. Donc, c'est normal. Hein, J'ai quand même encore un chiffre à donner. Depuis la reprise post-confinement, Wolverhampton a concédé 3 tirs cadrés en 3 matchs. Ce n'étaient pas des grands adversaires de renom, mais niveau défensif, je crois que c'est resté solide. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. 3 tirs cadrés seulement en 3 matchs de concédés, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que je parlais de pétillance aussi au début, hein, parce que c'est vrai que pour les avoir suivis, ces rencontres depuis la reprise de Wolverhampton, voilà, il n'y a pas énormément non plus de production offensive de tirs cadrés de leur part, mais ils sont efficaces, il leur en faut très peu parce qu'ils ont tout de même aussi des individualités, ou même un Leander Dendoncker qui est buteur pour un but qui signe la victoire. Et puis il y a Diogo Jota, Raúl Jiménez, des joueurs très intéressants. Juste Christine, c'est 50 matchs déjà cette saison Wolverhampton. C'est 6 matchs Oui. déjà de qualification pour l'Europa League. Donc, Oui, mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas jouer avec le pied sur l'accélérateur à chaque match. Mais ils font la différence tout le temps et ça reste quand même le plus important. ça bosse hein, là-bas, à l'image de Leander Dendoncker, des joueurs de l'ombre aussi qui sont prêts à se sacrifier parce qu'on va nous dire Leander Dendoncker, c'est quoi la production, ces stats qu'on peut voir affichées, c'est beaucoup de travail de placement, de replacement pour compenser. On y viendra aussi avec les flancs pour compenser les montées de ces acolytes. Sur Dendoncker, j'ai quelques chiffres, c'est 90% de passes réussies depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, 6 interceptions par match. Et il a le record de kilomètres parcourus en Première Ligue. C'était lors d'un 0-0 à Brighton. On se demande pourquoi il a couru, mais 13,2 kilomètres cette saison, c'est le record en Première Ligue. Mais il y a une volonté incroyable de travailler sur la condition physique, comme dans tous les clubs, mais Nuno Espirito Santo est un maniaque de ça. Pendant le confinement, j'ai pu lire dans un article consacré à Wolverhampton, chaque joueur a reçu une machine de sprint chez lui, une espèce de machine où on harnache l'homme et il court sur place et alors ça prend toutes les données, de sprint. Donc le club a investi pour que chaque joueur reçoive chez lui une machine. Et ce qui est sorti de cet article aussi d'un insider du club, c'est que les joueurs sont revenus du confinement avec moins de masse grasse qu'avant le confinement, ce qui reste un exploit. Donc ils n'ont même pas dû refaire une mise en route physique au moment où les entraînements collectifs ont repris. Ils étaient tous plus prêts qu'avant. Ça, c'est extraordinaire et ça leur permet de… D'ailleurs, ils sont revenus au centre d'entraînement avec la machine sur le dos. Donc, ah oui, voilà. Et la bride entre les dents. Oui. Et pendant ce temps-là, Ozil n'a pas encore joué une minute. Non. Ah, c'est parce... je vois comment te vient, Serge, ce petit parallèle quand on parle d'efforts, de charge physique, et ce que la Première Ligue demande absolument. Il a tout compris, évidemment, Nuno Espirito Santo, même s'il a des joueurs aussi qui peuvent être très techniques. Si on parle de Dendoncker, on doit parler de João Moutinho à côté, évidemment, qui reste un des milieux de terrain qui peut régaler et qui a déjà bien régalé au niveau européen. Christian, on va avancer sur les flancs, tiens, justement, parce qu'il y a un flanc animé par intermittence, pas durant 90 minutes toujours, mais par un joueur d'exception qui est Adama Traoré. Et là, il symbolise le physique aussi. Tout à fait.
le flanc droit de plein jeu est très, très efficace du côté de Wolverhampton. Et c'est aussi de plein jeu défensivement un des points faibles de l'Arsenal. Donc, on va voir exactement cette confrontation. On a pu voir lors du dernier match de Wolverhampton, on attendait tous devant notre téléviseur que Adama Traoré monte au jeu. Et ça a duré 1 minute. Il fait le pré-assist pour le but de Dendoncker. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il est en super forme et il a permis aussi au système d'évoluer puisque on était en début de saison dans un 3-5-2 et puis après il est passé dans un 3-4-3 et c'est lui qui est venu s'insérer sur ce flanc et qui a donné beaucoup d'efficacité à cette équipe de Wolverhampton. La gestion du match, le plan de match, tout ça, c'est aussi très réfléchi par Spirito Santo, qui a un entraîneur qui a le temps. Hein. En première mi-temps, c'est comme tu le dis, Christine, on tire pas beaucoup, c'est calme, on met en place, et c'est en deuxième mi-temps, une fois justement qu'on peut bénéficier de la condition physique optimale et supérieure à celle de l'adversaire, qu'on fait la différence par les montées de Traoré aussi, qui est souvent quand même amené en tant que joker. Wolverhampton, c'est la deuxième meilleure équipe de Première Ligue sur les deuxièmes mi-temps. Il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard avec la façon de travailler de Wolverhampton. Ouais, imaginez les adversaires quand ils voient, je sais pas moi, à l'heure de jeu monter Adama Traoré, on est fatigué, il fait chaud maintenant, on est au mois de juillet, et puis on voit monter cette espèce d'armoire à glace. Bon, il paraît qu'il est interdit pour lui de faire la musculation, sinon il serait encore 2 fois plus costaud. Mais là, c'est vraiment un joker incroyable. Je crois qu'il est plus fort quand il monte au jeu que lorsqu'il commence parce qu'il y a l'impact, il y a le physique. Il y a la haute intensité qu'il peut apporter. Donc, c'est vraiment un atout majeur. Mais il ne faut pas oublier non plus Matt Doherty, qui fait quand même une très bonne saison aussi et qui est plutôt sur le flanc droit de Wolverhampton. Donc, il n'est pas tout seul à amener ce danger à Adama Traoré. Et pour en revenir à la confrontation, du côté du flanc gauche d'Arsenal, on ne sait pas très bien qui joue flanc gauche à Arsenal parce qu'il y a le choix entre Tierney, qui est maintenant qu'on est passé dans un système à 3 derrière et un flanc Tierney qui est d'abord davantage un défenseur latéral mais qui s'est pistonné, ou alors le jeune Saka là, qui vient de prolonger, qui lui est ailier, mais qui est jeune. Et Kolasinac qui pistonne. Donc on a 3 profils différents et on ne sait jamais vraiment lequel va mettre en place à Arteta. Donc ça va être très certainement une des clés du match. Oui, et c'est très intéressant de voir s'il va passer à 5 en perte de balle comme défenseur, si Traoré est sur le terrain à ce moment-là, ou s'il va adapter en fonction de la montée au jeu de Traoré et de passer de 3 à 5 ou de rester comme ça, parce qu'il va y avoir énormément d'espace dans le dos du joueur de flanc d'Arsenal. Traoré qui a... Oui, vas-y Serge. Juste pour dire que c'était Tierney donc, dans le dernier match, la victoire face à Norwich, qu'il a fait un très bon match au niveau offensif. Mais il faudra faire attention dans le dos, évidemment, face à Wolverhampton. Ouais, il n'a pas été fort mis en danger défensivement par Norwich. Hein. Traoré, on poursuit avec lui parce que ce physique-là, il l'a toujours eu. Il a progressé techniquement, surtout ces derniers mois, par rapport à la saison dernière. Même Leander Dendoncker nous en parlait l'autre jour quand nous l'avons contacté. C'est dans la progression technique et l'efficacité qu'il met dans son dernier geste, la passe de but. Et il en a quelques-unes cette saison, Christian. Oui, il a déjà 13 passes décisives directes, si on comptabilise la Première Ligue et l'Europa League. Donc, voilà, c'est très clair. Son modèle, c'est le débordement sur le flanc, la provocation et aussi de temps en temps des centres de deuxième zone, c'est-à-dire dans la zone qui est devant le grand rectangle. Il a aussi donné un assist sur coup franc indirect et une passe de l'axe sur une reconversion rapide. Donc, on a bien cerné le modèle du joueur. C'est le deuxième joueur qui tente le plus de dribbles en Première Ligue. Il en a 2 de retard sur Zaha, mais il a moins de temps de jeu que Zaha. Donc, il y a la quantité, il y a la qualité, parce qu'au niveau des dribbles réussis, il est largement devant tout le monde. Donc il a confiance en son jeu. Il a 70% de dribbles réussis, ce qui est assez extraordinaire. Zaha, c'est 53%, par exemple, si on compare deux dribbleurs du même style. Donc, Traoré, il est concret dans sa créativité, dans ses dribbles. Et de fait, ça débouche sur des centres, vu qu'il est le deuxième joueur le plus centré de Première Ligue, derrière Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, si vous êtes excellent en dribble, excellent en centre, vous avez le profil de Traoré, ça correspond à ses assists. D'autant plus qu'il y a Jiménez à la réception des centres, qui est le joueur qui a tiré le plus de la tête en Première Ligue. Tout concorde. De toute façon, si tu ne te laisses pas dribbler, tu te ramasses une gifle. Hein. Donc, tu les laisses passer. Serge, un phénomène qui anime cette attaque, c'est vrai, de Wolverhampton. La saison dernière, ça restait
une sorte de phénomène, je ne vais pas dire de foire parce que c'est pas gentil et ce n'était pas le cas, mais il n'était pas efficace cette fois-ci et il est efficace et Nuno Espirito Santo l'utilise à bon escient. On en revient chaque fois aux performances de coaching aussi du Portugais. Bon, il a quand même été formé à Barcelone, à la Oui, Masia, puis il a fait le choix du football anglais, Aston Villa, Middlesbrough. Et c'est vrai il a toujours cette réputation de joueur spectaculaire. Bon, avec son physique, il passe pas inaperçu. Mais il y a vraiment les stats maintenant, l'efficacité, ce qu'il peut vraiment apporter. Et il fait la différence dans les matchs qu'il ne parvenait pas toujours à faire avant, où il apportait toujours ce souffle d'énergie à l'équipe. Maintenant, il y a la précision des centres et en plus, il y a les buts qui marquent. Donc, effectivement, il a ajouté au côté spectaculaire une efficacité qui fait de lui un joueur qui commence à prendre beaucoup de valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés maintenant à Adama Traoré. Je ne sais pas si Wolverhampton va pouvoir le garder très longtemps. Arsenal va devoir, Christian, mettre quelque chose en place tout de même pour dès le coup d'envoi. On a plus l'impression pour le moment que c'est sur les montées au jeu que ça va se jouer avec Adama Traoré. On gère le match et puis hop, comme on le disait depuis le début, là en deuxième mi-temps, on va faire la différence et notamment par son apport. Oui, et puis je pense qu'il y a une donnée supplémentaire maintenant qui arrive dans le football qui est de plus en plus importante, c'est les liaisons. Aujourd'hui, le donneur d'assist et le buteur, il y a une liaison, et si cette liaison est quelque chose qui rentre dans le modèle des deux joueurs, il y a une efficacité qui augmente. Et c'est ce que disait Serge, peut-être qu'il a les mêmes qualités qu'avant, mais peut-être qu'à Middlesbrough, il n'avait pas l'attaquant qui était aussi pertinent, aussi fort de la tête ou aussi fort au cordeau. Et donc, ça reste des actions et des occasions, mais qui se dilue dans le temps, tandis qu'ici, c'est net et précis, puisque si c'est 13 assists et que là-dedans, il y a 11 centres, il faut que la liaison soit parfaite, et c'est comme ça qu'on fait preuve d'une efficacité optimale. Oui. C'est la connexion de deux éléments, certainement. Hein. Oui. Le bon joueur et puis la progression du joueur qui a 25 ans, hein, puisque c'est la génération Dendoncker. Comme João Matinho qui donne les phases arrêtées pour Dendoncker, il y a aussi une liaison qui est là, et Dendoncker a déjà marqué 3 buts sur phase arrêtée ou 4 buts sur phase arrêtée depuis qu'il est là, sur des ballons de Moutinho. Donc, c'est la faculté dans une équipe de reconnaître les liaisons, comme dans une liaison entre deux atomes qui permet de créer quelque chose d'autre. Et là, ça marche très, très bien pour le moment là-bas. Alors, on était sur les points forts de Wolverhampton. On va passer au point fort d'Arsenal, qui reste, c'est vrai, l'artillerie offensive, hein, puisqu'on est sur les Gunners, Serge, et notamment Aubameyang, qui a inscrit son 50e but en 79 matchs de Première Ligue. Il bat les records, même du grand Thierry Henry. Hein. Oui, c'est le 6e joueur qui atteint le plus rapidement en Première Ligue la barre des 50 buts. Il a fait mieux que Thierry Henry. Il a même marqué un 51e dans la foulée, puisqu'il a été double buteur face à Norwich. Ça reste l'élément clé. 19 buts cette saison. Et bon, c'est vrai qu'il a raté quelques grosses possibilités. On se souvient notamment face à l'Olympiakos dans le match retour, où il a le ballon de la qualification. Mais on se demande où serait Arsenal sans lui. Pour le moment, ils sont 7e grâce maintenant aux 2 dernières victoires. Mais sans Aubameyang, la saison aurait été encore plus compliquée. Mais on aimerait voir aussi d'autres joueurs qui puissent être à ce niveau-là. Et ce n'est pas encore le cas, même s'il y a des espoirs avec Saka. Nketiah, je trouve qu'il a des montées au jeu intéressantes. Ceballos dans l'entrejeu, il commence à trouver sa place, mais il a un petit peu tout ça. Même Lacazette n'a marqué que 7 buts cette saison et 7 buts marqués en plus à l'Emirates. D'ailleurs, il commence en général pas les matchs en déplacement. Donc, il y a toujours ce déséquilibre, même au niveau offensif côté Arsenal. Ouais, Arsenal est en fait une équipe qui tire très peu. Ils en sont à 9 tirs, 3 exactement par match. C'est moins qu'une équipe comme Watford. Il y a quand même un souci à ce niveau-là. C'est vraiment un chiffre qui m'a surpris quand je me suis plongé là dans le classement des tirs. C'est Arsenal est dans le ventre très très mou du classement à ce niveau-là, alors que de fait il y a quand même des profils pour frapper. Heureusement qu'il y a de l'efficacité alors de la part d'Aubameyang, qui va jouer le titre de meilleur buteur du championnat. Et si ça tombe, il va réussir à le décrocher, puisque Vardy fait du gros surplace là pour le moment. Ouais, 19 buts chacun. Ouais. Mais on voulait tout de même mettre l'accent sur un joueur qui, depuis la reprise, s'est signalé aussi. Nicolas Pepe, il y avait beaucoup d'attentes, un gros transfert. La question peut-être, Serge, du pourquoi avoir transféré Nicolas Pepe quand on a déjà Aubameyang et Lacazette dans son équipe, plus des jeunes promesses intéressantes dont tu viens de parler.
Ah, c'est surtout le prix du transfert, 80 millions d'euros pour Nicolas Pepe, qui restait, on le voit, sur une bonne saison à Lille avec 22 buts en Ligue 1. Ça a été un des joueurs en vue dans le championnat français la saison dernière, mais 80 millions d'euros. Et puis on a appris ensuite, quand Emery a été viré, que lui aurait voulu ça, qu'il ne voulait pas spécialement Pepe dans l'équipe. Donc il est arrivé quand même avec une étiquette dans le dos. On s'est un petit peu demandé ce qu'il venait faire à Arsenal, dans une équipe où il y avait beaucoup de talent, et notamment chez les jeunes. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour lui. Il ne parlait pas anglais quand il est arrivé. Il a dû s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau championnat. Les débuts étaient compliqués. Bon, si on prend ses statistiques, c'est 5 buts en Première Ligue, c'est 8, toutes compétitions confondues, 8 assists. On va dire que c'est une première saison correcte. Je crois que son grand atout, sa qualité, c'est d'avoir un bon pied gauche et d'avoir aussi un bon pied gauche. Voilà, il est un petit peu… il donne l'impression d'être un petit peu déséquilibré à ce niveau-là. Mais il a un pied gauche, en tout cas, qui est capable de faire des dégâts. C'est assez étonnant tout de même, Christian, de conclure sur Pépé. Il a un bon pied gauche pour 80 millions d'euros. On n'en attend pas deux de pied. Oui, mais bon, il y avait un joueur exceptionnel, Maradona, qui avait qu'un pied gauche. Messi, il a difficile avec son pied droit. Donc, si c'est des pieds gauches aussi efficaces, c'est intéressant. Mais moi, surtout sur cette infographie, ce qui m'interpelle, c'est que quand on observe la qualité tactique et l'efficacité tactique des buts qui étaient marqués avec le LOSC, c'était des buts qui étaient marqués surtout sur du jeu dominant rapide ou des reconversions rapides. Et donc, on le voit, il y a eu 6 face à face, il y a des tirs, mais c'était tous des tirs dans le rectangle, des tirs enroulés, exactement comme il a marqué contre Brighton. Il a des tirs croisés, donc il a une faculté de provoquer aussi dans la vitesse. Et cette saison, dans les buts qui sont marqués, ils sont pratiquement marqués que sur du jeu dominant placé. Alors la question, c'était, est-ce qu'il est fait pour le jeu d'Arsenal ou est-ce que Arsenal a acheté un pied gauche? Oui, a recruté juste un pied gauche et qui venait avec le jeu rapide et qui en fait, ils veulent quelqu'un qui s'adapte beaucoup plus facilement au jeu dominant placé. Donc il y a un peu une interrogation et probablement la saison prochaine va nous donner beaucoup de réponses par rapport à son évolution ou sa régression. Juste peut-être un petit mot, Aubameyang a marqué 19 buts, mais il joue sur le flanc gauche. Donc ça fait partie aussi des particularités d'Arsenal. Il joue rarement en position numéro 9. Donc ça explique un petit peu aussi les équilibres entre Pepe à droite et Aubameyang à gauche. Pour en revenir au recrutement de Pepe, on peut encore établir une nouvelle différence entre les deux, et c'est assez paradoxal. C'est de se dire, quand le projet Wolverhampton s'est mis en marche, on a tous dit « Ah, c'est le club d'un agent, ça va être n'importe quoi, c'est Mendes qui va juste faire de l'achat et vente pour avoir des commissions. » En fait, on se rend compte que c'est un club hyper stable, avec ce statut de club d'agent assumé, mais comme vitrine d'un projet qui fonctionne. Alors que du côté d'Arsenal, institution historique où toute l'époque Wenger, on a voulu être le plus clean possible. Maintenant, c'est devenu un peu, comme Serge nous l'expliquait récemment, un club d'agents sans vraiment l'avouer, où Jourapchian a pris le pouvoir et où on prolonge des joueurs pour espérer en avoir d'autres et où c'est compliqué. Donc là aussi, il y a la tendance qui s'est inversée entre les deux clubs, quoi. On s'attendait à ce que ce soit le vrai projet d'agent qui parte en cacahuète. C'est pas le cas, et l'institution Arsenal, pour le moment, en coulisses, c'est pas joli, quoi. On a l'impression que c'est la fumisterie, Serge, du football actuel aussi. C'est que les grands noms d'office, alors on doit les envoyer. C'est le business des agents, quoi. On envoie les grands noms vers les grands clubs et puis finalement on le voit bien. Là, Jorge Mendes, il travaille bien avec Wolverhampton. C'est-à-dire que c'est une construction et pas juste des noms ronflants. Oui, et en plus, il risque de faire beaucoup d'argent. Traoré, je pense que c'est, il me semble, le joueur le plus cher avec peut-être des knockers, c'est 20 millions d'euros, pas plus. Et c'est des joueurs qui vont partir pour 2 ou 3 fois plus. Donc là, c'est vrai qu'il y a non seulement la réussite sportive, l'investissement, mais pour revenir sur Pepe, les supporters d'Arsenal se sont demandé pourquoi est-ce qu'on met 80 millions d'euros sur un joueur offensif qui peut être très bon, mais on en a beaucoup. Par contre, on investit sur David Luiz pour être le leader de l'axe de la défense. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre. On ne connaît pas tout ce qui se passe en coulisses du côté Arsenal, mais Patrick parlait de Jourapchian, ça c'est un super agent, un peu comme Mendes. Arsène Wenger n'a jamais voulu travailler avec lui. Et là, du coup, maintenant, il a placé un directeur technique, c'est l'ami du directeur football. Il fait prolonger des joueurs. Il y a même Cédric Soares, on n'en a pas parlé, mais c'est un joueur qui est arrivé blessé, qui a joué, qui a marqué face à Norwich et qui a prolongé son contrat. Il était d'abord prêté. Donc, il se passe des choses assez particulières. Soares, c'est un flanc droit. On a beaucoup d'arrière droit aussi. Du côté d'Arsenal, il y a Maitland-Niles, il y a Bellerin. Maintenant, on ajoute Soares. À gauche, on ne sait pas très bien qui pourrait être le titulaire. Donc, ça fait partie de cette espèce de chaos.
du côté des Gunners. Donc, si je vous écoute bien, ouais, Christian, vas-y. Je disais, s'il fait un peu la même mise en place que Espirito Santo, qui était son premier client d'ailleurs. Et en fait, il fait la même chose. Il est agent influent dans 10 clubs au Portugal. Il a trouvé un entraîneur, je crois que c'est l'entraîneur de Boavista ou de Guimarães, qui a 34 ans. En fait, ce n'est pas le club qui le paye, c'est lui qui le paye. Ils ont fait un lobbying extraordinaire. Il y a des entraîneurs portugais dans tous les championnats. Ils sont partout, partout, partout. Et donc, il se passe le mot. Et donc, il y a vraiment une mise en place globale. Et c'est à l'image de ce qui se passe avec Wolverhampton, quoi. C'est ça, voilà, ils veulent durer, ils veulent être là pour longtemps. Et à Wolverhampton, on a trouvé l'équilibre entre le Britannique, il y a quand même Coady, Doherty, et puis les Latins. Il y a des Portugais, des Espagnols, des Sud-Américains. Et franchement, l'équilibre est plutôt séduisant. Et tu prends un Belge pour mettre au milieu de tout ça. Et alors là, tu as l'équilibre parfait. Pour le compromis. Voilà, exactement, parce qu'on est très fort. Si je vous écoute bien, la semaine d'Arsenal positive sur laquelle il reste, les Gunners, avant d'aller à Wolverhampton, ça ne va pas être suffisant. C'est vrai qu'on parle d'une semaine, hein, Serge, on revient quelques jours avant. Il y a ce match à Brighton, la défaite, le comportement de certains Gunners, ça a commencé par Guendouzi. Il y a de la tension qui reste tout de même très palpable dans ce groupe et ça peut vite partir dans les tours. Hein. Guendouzi, il est d'ailleurs plus sur la feuille de match depuis. Ozil n'a toujours pas fait d'apparition. Il y a pas mal de blessés aussi, il faut le dire, hein. Notamment le jeune Martinelli, il y a Socrates, il y a d'autres joueurs qui sont blessés. Il y a Torreira qui n'a plus joué depuis la reprise. Donc, là aussi, il y a toujours des problèmes de blessures. C'était déjà le cas durant l'époque Arsène Wenger. Et puis, on sent que c'est une équipe quand même à l'équilibre fragile. Certes, ils viennent de gagner 2 fois, mais avec des cadeaux face à Southampton, face à Norwich. Si on prend les derniers matchs d'Unai Emery, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un véritable boycott, que les joueurs ne voulaient même plus jouer pour leur manager. On a fait un pas en avant avec Arteta. C'était plutôt pour le club, tu ne penses pas, Serge? C'était plutôt pour le club, ces fameuses histoires de contrat, hein, notamment l'attitude de David Luiz à Manchester City. Oui, et puis l'interview qu'il a donnée après, en disant voilà, on m'a toujours pas signé. Il était presque en train de se plaindre alors qu'il venait quand même de plomber le match. Donc voilà. Alors que du côté Wolverhampton, il n'y avait pas de fin de contrat, il n'y a pas de blessés et tout le monde a l'air d'être heureux pour jouer pour le club. Ça fait une grande différence. Arsenal, la victoire est impérative. Il y a 6 points de retard sur le duo de la 5e place, Manchester United-Wolverhampton. Si ça passe pas cette fois-ci, ça va être compliqué parce qu'en plus, le programme qui suit est assez lourd. Je pense qu'on ne pense plus à la Ligue des Champions du côté d'Arsenal. Arteta, dans son interview d'après-match face à Norwich, a dit on va faire le point de ce match-ci, on va préparer le suivant. Et si dans les 2-3 dernières journées, on a encore la possibilité d'Européens, on va y penser. Mais je pense qu'on n'y pense pas du tout pour le moment. On essaye d'abord d'avoir quelque chose de plutôt équilibré et qui peut tenir la route sur le terrain. C'est d'abord l'objectif principal d'Arteta. Préparer la saison prochaine. Tu les avais sous les yeux, non? Tottenham, c'est ça qui vient après Leicester. Leicester, Tottenham et puis il y aura Liverpool aussi. Ouais, non. Et donc pour conclure sur Wolverhampton, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je regarde ce classement, je vois que Leicester est en train de gravement chuter, en tout cas de faire du surplace, du coup de voir les autres se rapprocher. Chelsea qui a perdu face à West Ham, c'était pas la bonne idée non plus. Wolverhampton, il y a vraiment une carte à jouer, hein, avec évidemment Manchester United qui est en train d'émerger là sérieusement, avec un bon transfert là-bas, Bruno Fernandes qui fait tourner toute la mécanique. Wolverhampton, Manchester United, Leicester, Chelsea, on oublie Arsenal du coup. Ils ont à craindre véritablement que les Wolves viennent chercher la Ligue des Champions. Oui, parce que comme je l'ai dit tantôt, les Wolves, ils sont prêts, ils sont physiquement là, ils ont leur match à jouer. Dans la liste, Chelsea va encore quand même jouer un match en plus en demi-finale de Cup. United aussi va aller jouer une demi-finale de Cup. Et même Arsenal, quand même, aussi face à Manchester City. Donc, il y a quand même encore ce petit match en plus là, dans cet enchaînement de matchs. Donc, ça va amener de la rotation, peut-être un point perdu par-ci, par-là. Tandis que du côté de Wolverhampton, on a son calendrier, on sait où il faut aller et il y a les moyens pour le faire. Donc, ils peuvent vraiment faire un très, très beau sprint final. Et Christian, c'est clair que si ces rencontres-là, depuis la reprise de la Première Ligue, ne sont pas toujours passionnantes au niveau de l'intensité, de la qualité du jeu, ici, la confrontation vaut le coup d'œil tout de même pour la situation et pour les situations que l'on vient d'expliquer, de détailler et de voir comment elles vont se comporter, ces deux équipes, dans leur face-à-face. Oui, voir cette évolution du passage à 3 défenseurs et ce que ça implique de manière offensive et alors comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils sont confrontés à
une problématique sur les flancs et donc voir s'ils peuvent contenir ça. Et alors à ce moment-là, je pense que Arteta va avoir quelque chose pour construire pour l'avenir et mettre les choses en place parce que au-delà du renom et au-delà du fait que beaucoup de gens et de fans dans le monde espèrent qu'Arsenal ait toujours cette même aura qu'il y a quelques années, ça redevient un club moyen sur lequel il faut construire. Et s'il faut construire, il faut d'abord construire à partir de la défense avant d'acheter des stars pour mettre tout seul en pointe et essayer de sauver les meubles. Et donc ça, on va pouvoir l'observer pendant ce match-là. Il y a un indicateur, hein. On sait qu'un club est devenu moyen lorsque l'on parle tout le temps et qu'on fait des références au passé. Donc, on est devenu nostalgique à Arsenal. Et là, il faut être réaliste. C'est un club moyen qui est très, très loin du top 4, peut-être même du top 6. Hein, quand on voit que Manchester United est en train vraiment de retrouver quelque chose d'efficace et ils vont aussi se batailler pour une place en Ligue des Champions. Donc, pour le moment, Arsenal est en dessous. À mon avis, ça va prendre encore du temps. Il y a des joueurs comme Aubameyang qui sont en fin de contrat la saison dernière. Je ne vois pas comment Arsenal va le garder durant l'été. Ou alors, il faudra faire de gros efforts. Mais voilà, c'est quand même une période très compliquée pour les supporters des Gunners. Alors, la bonne note serait du rat terminer devant les Spurs, peut-être au classement final. Ça devient le au championnat. Au moins les battre dans le derby. Voilà. Parce que c'est clair. Ce sera aussi intéressant pour 2 saisons compliquées, que ce soit pour les Spurs ou pour les Gunners. Mais on y viendra dans notre prochain rendez-vous parce que ça fera partie des affiches de cette fin de saison pour la reprise de cette fin de saison en juillet. Merci Serge, merci Patrick, merci Christian. On suit la Première Ligue. Toutes les affiches, toutes les rencontres, vous les suivez sur Vous Sport World. Et puis, n'oubliez pas le rendez-vous du lundi. On est de retour avec l'Europe des 11, ce qui vous permet de faire un résumé et de la Première Ligue et des autres grands championnats qui se disputent actuellement. À très vite. Bye bye. À bientôt.